Depuis 8 ans, Masami Yoshizawa refuse de quitter sa ferme, située dans la zone interdite où le taux de radioactivité est 10 fois supérieur à la norme. Chaque jour, il nourrit des vaches contaminées que l'on ne pourra jamais consommer. La tâche semble absurde et pourtant, ce combat s'inscrit dans une longue histoire, celle des irradiés du nucléaire, des essais de bikini au désastre de Fukushima, en passant par les Radium Girls. Ce film est l'histoire de ces combats. Continuer à élever mes vaches ici, c'est un acte de résistance contre l'État. Il déteste que je sois là avec mon bétail. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on fasse faillite et qu'on disparaisse. C'est pourquoi il est hors de question de flancher. La vie de mes vaches, c'est ma vie. Nous vivons ensemble dans la radioactivité, nous sommes comme des amis. Ce sont mes compagnons. This is the valley where the giant mushrooms grow. Little bomb. Big bomb. Low bursts. And high bursts. Au moment de l'accident le 11 mars, j'étais à la centrale nucléaire de Nagawa, à 120 km au nord de Fukushima. Et comme je ne pouvais plus rentrer chez moi, je suis resté dans le périmètre de la centrale jusqu'au 15 mars. L'alarme s'est déclenchée à Onagawa, car le 13 mars, le nuage radioactif est arrivé jusque-là. L'ordre de confinement a été donné. Les rayonnements étaient très élevés, on ne pouvait plus sortir. Moi, j'étais en patrouille à l'extérieur pour chercher les victimes du tsunami, mais on m'a rappelé et je suis retourné à l'intérieur du bâtiment. À ce moment-là, le 13 mars, j'ai vu un énorme bateau arriver dans la baie. C'était le Ronald Reagan, qui venait pour l'opération Tomodachi. En japonais, Tomodachi veut dire « ami ». L'opération Tomodachi est une mission humanitaire des forces armées américaines venue porter secours aux victimes du tsunami. Le 13 mars 2011, au lendemain de la première explosion à la centrale de Fukushima, le prestigieux porte-avions Ronald Reagan, avec son parc aérien de plus de 70 aéronefs, se trouve pris dans le nuage radioactif qui s'échappe par bouffée de la centrale. Nous savions que là où nous allions, il y avait un tsunami et qu'il y avait des risques de fuite avec les réacteurs. Ce que nous ne savions pas, c'était la gravité du panache et ce qui nous attendait une fois que nous serions sur place. Nous avions accès au pont supérieur et sitôt réveillé, je suis monté. On pouvait sentir quelque chose dans l'air, c'était différent, comme un goût métallique de sang dans la bouche, plutôt comme du papier métallique, comme si on léchait du papier d'aluminium.
Nous n'avons pas su tout de suite pour les radiations. Nos chefs n'ont rien dit, mais les alarmes ont retenti et on a dû se rendre au poste de décontamination. On nous a lavé de la tête aux pieds et personne ne savait ce qui se passait. Les spécialistes nucléaires sont venus avec leur compteur Geiger et il y avait une longue file sur la passerelle pour se faire inspecter afin de ne pas contaminer l'intérieur du navire. On entend ces compteurs Geiger, on ne sait pas. On entend un son, un cliquetis, et c'est du genre « Que se passe-t-il » On nous répond « Ne vous inquiétez pas ». On était là depuis 3 ou 4 jours, et alors le capitaine s'est adressé à nous, par haut-parleur, pour nous dire qu'il y avait eu une fusion du cœur du réacteur à la centrale nucléaire de Fukushima. Le Ronald Reagan se positionne à 120 km au nord de la centrale. À ce moment, le vent souffle vers la mer et l'impressionnant panache radioactif se répand par vagues successives dans tout l'océan Pacifique. Le fleuron de la marine américaine est pris au piège. Ces 5000 soldats seront exposés aux nuages radioactifs pendant 2 jours. On a été obligé de changer de position parce que le navire était dans le nuage. Mais le nuage a tourné vers nous. C'est à partir de là que des mesures ont été prises pour éviter autant que possible les radiations. Nous avons passé quelques jours à jouer au chat et à la souris pour échapper aux radiations. Bien sûr, on se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'on va tous mourir? Vous savez ce qui va nous arriver? Ne vous inquiétez pas, rien ne va vous arriver. Tout va bien. Voilà ce qu'on nous disait. Continuez à faire votre travail, tout va bien. Les officiers ne vont pas sur le pont. Nous, si. Notre nature humaine nous pousse à combattre ou à fuir. Mais comme il n'y avait rien à combattre, il fallait partir. Mais au lieu de ça, on est juste resté planté là. Ce qui est terrible, c'est que les soldats ont appris plus tard qu'ils avaient été fortement irradiés. Quand on y pense, c'est évident. Sur les bateaux, on utilise l'eau de mer pour la boire, pour se laver. Ils ont été contaminés en respirant l'air, mais je pense que la contamination par l'eau a certainement été très forte aussi. Être irradié signifie que les radiations traversent le corps. Comment cela est-il possible? La lumière ne peut pas nous traverser, n'est-ce pas? Même si elle est composée d'ondes électromagnétiques, sa puissance n'est pas comparable. Mais la radioactivité émet une énergie gigantesque. C'est pourquoi elle peut traverser les corps. Et quand cela se produit, cette énergie est alors partiellement absorbée par les êtres vivants. C'est ainsi que les rayonnements peuvent altérer des molécules. Et cela pose problème quand il s'agit de blessures faites à l'ADN, qui est le support de nos informations génétiques. Ils nous ont dit de nous équiper, de monter sur le pont et de nettoyer tout le pont, brosser tous les avions, nettoyer toutes les surfaces et ne redescendre que lorsque nous aurions fini. Alors on est sorti, on a commencé le travail. Mon ami Daniel était à l'époque responsable du robot nettoyeur, une machine qui sert à nettoyer comme dans les rues d'une ville. Je me souviens de lui qui était là-haut et nous, alignés les uns derrière les autres. On formait une longue file, on était tous là. On frottait le pont avec de l'eau et du savon. Après l'explosion, les habitants de la région de Fukushima se croient à l'abri des radiations. Mais le 15 mars, le vent tourne vers l'ouest et se dirige vers l'intérieur des terres, dépassant même Tokyo, la capitale, en exposant de nombreuses populations aux radiations. Sur terre, sur mer, dans les airs, la catastrophe est totale. Impossible d'y échapper. Une question est sur toutes les lèvres. Peut-on s'en protéger ? Il n'y a qu'un seul moyen pour se protéger des effets néfastes de la radioactivité. C'est de prendre de l'iode. Si on en prend, peut-être qu'on pourra au moins éviter l'apparition du cancer de la thyroïde. On n'a que ça pour se protéger.
L'iode, c'est la seule chose dont on dispose. Et pourtant, on n'en a pas donné aux habitants de la région de Fukushima. Les autorités avaient de l'iode et elles n'en ont pas distribué. Je pense que c'est un problème très grave. Le 14 mars, le réacteur 3 de la centrale explose. Le maire de Miharu et son adjoint décident de distribuer des capsules d'iode à tous les habitants. C'est la seule ville de la région qui prendra cette initiative, sans l'aval des autorités qui, elles, font tout pour minimiser la situation. La catastrophe révèle au monde entier le système nucléaire, la rétention d'informations ou leur dissimulation, la passivité ou la servilité des instances de régulation, l'ignorance ou l'incompétence des autorités. Certes, nous avions de l'iode stable, mais il faut d'abord préciser que nous ne savions rien de la situation concernant le niveau de radioactivité. Nous n'avions rien, aucune information. Même la préfecture ne répondait pas. De toute façon, même en leur faisant confiance, le gouvernement et la préfecture n'étaient pas en mesure de protéger les populations. Nous avions beau les implorer et leur demander des informations, rien ne nous parvenait. On a donc surveillé sans cesse les communiqués en provenance de l'étranger afin de comprendre les mouvements probables de la diffusion du nuage radioactif pour essayer d'anticiper ce qui allait se passer. On était préoccupés par les mesures de prévention. Nous avons vite compris que la question de l'iode se posait en priorité et on a décidé qu'il fallait être prêt à assurer sa distribution aux habitants. Le 15 mars, les réacteurs 2 et 4 explosent à leur tour. Des doses massives de radiation s'échappent. Le personnel du site est évacué. Les 17 000 habitants de Miharu reçoivent leur capsule d'iode. Un peu plus tard, la préfecture contacte le maire de la ville. Un responsable à la préfecture nous a demandé avec quelle autorisation nous avions fait la distribution d'iode. Nous lui avons répondu que c'était de notre propre initiative. Et il nous a répondu, puisque la préfecture n'a pas donné d'instruction, annulez tout. Mais on lui a dit qu'on avait déjà distribué l'iode, et même qu'elle avait été administrée et que de ce fait, l'annulation était désormais impossible. La préfecture a insisté, mais on a ignoré leur demande. Voilà comment ça s'est passé. En principe, on doit prendre les pastilles d'iode au moment de l'accident ou avant, on est d'accord. Eux, ils nous ont apporté des formulaires à remplir qui disaient qu'on nous avait distribué des pastilles d'iode, mais ce n'était pas le cas. Ces formulaires ont été sortis bien après les faits, et même si on nous avait donné de l'iode à ce moment-là, ça n'aurait servi à rien. Je me souviens bien de ce jour-là. Ils nous ont rassemblés à la cantine et ils nous ont fait asseoir. C'était du genre, voilà, on va vous donner ces papiers, ça dit qu'on vous a donné de l'iode, signez-les et on en reparlera plus tard. Mais moi, je voulais pas signer ça. Ils voulaient me forcer, mais j'ai refusé. Mais vous devez signer. Non. Je leur ai rendu le papier et je suis parti. Mais la plupart des gens disaient qu'il fallait signer et ils ont fini par le faire. Pourtant, nous n'avons pas reçu d'iode. Pourtant, leurs supérieurs ont pris de l'iode. Le Reagan est un porte-avions nucléaire et il y avait forcément des dosimètres à bord. Ils avaient les moyens de détecter les risques de contamination. Ils auraient dû le signaler aux marins et leur fournir des relevés, mais aucun soldat n'a été prévenu. Et comme personne n'était au courant, ils ont tous bu de l'eau contaminée dans les premiers jours. Et ils se sont exposés aux radiations. On reconnaît là la rigidité de l'armée. Comment les officiers ont-ils pu agir ainsi, alors qu'ils savaient ? Dans ma famille, il n'y a jamais eu d'antécédent de maladie cardiaque. J'ai été exposé aux radiations dans la marine. Quand j'en ai parlé au cardiologue, il m'a dit que cette exposition pourrait être la cause de ma maladie. Il ne comprenait pas pourquoi un homme de 27 ans avait déjà des problèmes cardiaques, surtout en menant une vie active.
Je vais vous poser des questions, ne me mentez pas. Je veux savoir si tout va bien se passer pour moi, pour mes enfants, si mon avenir sera sans problème, si mes enfants n'ont rien à craindre. J'ai besoin de savoir tout ça. Je demande donc au service médical des anciens combattants, pouvez-vous m'examiner? Un simple examen, rien qu'une fois. Et on me dit de revenir si je perds un membre. Que se passe-t-il si mon fils perd un bras? Vous m'examinerez alors? Je veux savoir. Je veux juste connaître la vérité. Tout le monde a été touché. Qu'ils en aient conscience ou non, ils ont tous été contaminés par ce genre de choses, parce qu'ici, on a fait des essais nucléaires dans les années 50 et 60. Et ils ont infligé à leurs compatriotes des doses radioactives. Mais pourquoi sur leur propre peuple? Pourquoi on fait ça aux gens? Le bilan actuel des victimes du Ronald Reagan est de 25 personnes décédées. En 2015, plus de 400 soldats malades ont porté plainte contre TEPCO. Les 4 soldats ont aujourd'hui quitté l'armée à cause de ces maladies, dont le lien avec leur exposition aux rayons n'est pas reconnu. The first shot took place on its scheduled date of March 1st, and the second on March 26th. Both were successful. The survey aircraft carefully searched the area and reported no shipping. The shot was fired. A Japanese fishing trawler appears to have been missed by the search. The 23 crew members on the ship were therefore within the area of the fallout. Des bandages, des brancards, des brûlures. La bombe H de l'essai de Bikini en mars 1954 est la plus puissante jamais testée à l'époque. L'explosion a été beaucoup plus forte que prévu. Un tonnier japonais, le Daigo Fukuryu Maru, se trouve dans la zone des retombées radioactives. Fukuryu signifie dragon chanceux, mais le petit bateau de pêche porte bien mal son nom. Tout l'équipage va être exposé aux radiations de l'essai nucléaire américain. Moins de 10 ans après Hiroshima et Nagasaki, le Japon se trouve à nouveau en proie aux effets mortifères de l'atome. « 25 ans plus tard, dans les années 80, M. Yamashita, professeur de lycée, fait la rencontre de Madame Fuji. Madame Fuji et son fils, Setsuya, ont été irradiés lors du bombardement atomique de Nagasaki. Mais à l'âge adulte, Setsuya est irradié une deuxième fois. Devenu pêcheur, il s'est en effet trouvé lui aussi dans la zone de l'essai nucléaire de Bikini. Setsuya et sa mère sont aujourd'hui enterrés dans ce cimetière, où M. Yamashita vient leur rendre hommage. Son fils s'est suicidé en mer à l'âge de 27 ans. J'ai demandé à Madame Fuji s'il était marin sur le Daigo Fukuryu. C'est ce nom de bateau qui m'est venu tout de suite à l'esprit, car à ma connaissance, il n'y avait pas d'autre bateau à Bikini. Elle m'a répondu que non. Nous étions très surpris d'apprendre que d'autres bateaux, en plus du Daigo Fukuryu, avaient été contaminés dans les eaux de Bikini. C'est comme ça que tout a commencé. Intrigué par l'histoire de Setsuya, M. Yamashita décide de mener l'enquête. Avec ses lycéens, il part à la recherche des pêcheurs présents autour de l'atoll de Bikini en 1954 et distribue des questionnaires dans la région de Kochi, interrogeant environ 300 personnes. Les résultats ne se font pas attendre.
M. Yamashita découvre, stupéfait, que contrairement à la version officielle, le Daigo Fukuryu n'est pas le seul bateau à avoir été exposé à la radioactivité des essais nucléaires américains. Bien au contraire, cette coque de bois, aujourd'hui présentée dans un musée, est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. 700 autres bateaux ont vécu le même drame, et les 23 marins irradiés en cachent plusieurs milliers d'autres, jusqu'à présent jamais recensés, ni même reconnus. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'il y avait des essais nucléaires là où on se trouvait. C'est en arrivant au port, au moment de décharger, qu'on a entendu parler de tout ça. Sur le bateau, il y avait à bord de l'eau potable à volonté. Mais pour la toilette, on s'aspergeait de la tête aux pieds avec de l'eau de mer. On a traversé une zone agitée. À chaque fois qu'il y avait de la houle, on sortait sur le pont et là, on en profitait pour se laver. Ça a été comme ça pendant toute la traversée. La traversée des eaux de Bikini dure entre 40 et 45 jours environ. L'État ne nous a jamais dit que cette zone était dangereuse et qu'il ne fallait pas y aller. Nous n'avons été informés de rien. Et après, nous sommes retournés à Bikini, plusieurs fois de suite. On s'est nourri tous les jours avec le poisson qu'on pêchait, tous les jours, matin, midi et soir. On mangeait surtout les viscères. Et c'est seulement plus tard qu'on a appris que ce sont ces parties-là qui sont contaminées en premier. Mai 1954. 2 mois après le retour du tonnier japonais, un bateau scientifique envoyé par le gouvernement, le Shunkutsumaru, appareille sous les vivas de la foule, dans une mise en scène savamment orchestrée. Sa mission est d'effectuer des recherches au large de Bikini afin de déterminer l'étendue de la contamination et d'en effectuer une cartographie. On sonde les marées, on ausculte les crevettes, on scanne les poissons. Beaucoup de poissons contaminés sont découverts, en particulier les thons, poissons voyageurs, parfois très loin de la source de contamination. Partout dans l'archipel, les compteurs Geiger cliquettent. Les ingénieurs en gants blancs se pressent autour des amas de poissons. Tous les ports du Japon mesurent les radiations pour vérifier les niveaux de contamination. La carte suivante révèle l'ampleur du désastre. Les points rouges, une véritable variole radioactive, figurent les endroits où a été prélevé du poisson contaminé. La zone dangereuse s'étend bien au-delà de celle déclarée par les Américains, jusqu'au rivage des Philippines, de Taïwan, du Japon. Le poisson radioactif est déclaré impropre à la consommation. Immense gâchis. Toute la pêche, notamment du thon, est rejetée à la mer. La crainte s'empare des marchés. La peur du poisson radioactif et la pénurie provoquent une crise sans précédent. Les pêcheurs se retrouvent en difficulté et leurs syndicats demandent des indemnisations au gouvernement. Pendant ce temps, à Bikini, les essais nucléaires américains continuent. Dans les rues, les Japonais manifestent contre la bombe nucléaire. L'expression Shinohai, les cendres de la mort, qui désigne les retombées radioactives, se répand dans les médias. Le mouvement s'installe et prend de l'ampleur. Ces joyeuses cavalcades et ces banderoles déployées inquiètent les États-Unis. En pleine période de guerre froide, ils décident d'intervenir. If Japan were to fall under Soviet domination, the gain for communism would be tremendous.
To prevent this possibility, a strong, well-defended Japan is vitally important and necessary. Début décembre 1954, un nouveau gouvernement est mis sur pied sous influence américaine. Le 10 décembre, on réhabilite des politiciens qui ont contribué au régime militariste, dont des criminels de guerre, pour former un nouveau gouvernement. 27 décembre, l'un d'entre eux, Mamoru Shigemitsu, ministre des Affaires étrangères, demande aux États-Unis 2 millions de dollars. Cette somme est destinée à acheter le silence des pêcheurs. Au même moment, libération en masse d'anciens prisonniers militaires, en vue de reconstituer l'armée japonaise. Les Américains lancent alors une grande campagne de propagande pour l'énergie nucléaire. Les dessins animés fleurissent, commandés à Walt Disney ou ses collaborateurs pour donner de l'atome une image rassurante et même féerique. Les géants de l'atome, surgissant de l'écran comme des génies de la lampe d'Aladin, sont toujours nos amis. The atomic age was born. Truly the superpower which man has released from within the atom's heart is not one, but many giants. One is the warrior, the destroyer. Another is the engineer, seeking to provide vast quantities of energy to run the world's machines. L'exposition Atom for Peace a lieu en 1955 dans une vingtaine de villes. Ironie de l'histoire ou cynisme, même Hiroshima et Nagasaki n'y échappent pas. Les États-Unis et l'URSS sont alors lancés dans une course à la bombe frénétique. Mais plus de 2 millions de visiteurs viennent s'émerveiller devant une industrie nucléaire soudainement convertie à l'usage pacifique de l'atome. Les tombes sont muettes et les morts ne parlent pas. Oubliez les souffrances des irradiés de Hiroshima et Nagasaki. Radiez des livres d'histoire la tragique expérience des pêcheurs victimes des tirs nucléaires de Bikini. La propagande sur les bienfaits du nucléaire efface de la mémoire officielle la liste insupportable de toutes les victimes de notre ami l'atome. La radioactivité, un phénomène physique qui peut à la fois meurtrir et soigner, guérir ou détruire. Découverte par Henri Becquerel, elle a été étudiée par un couple de légendes, Pierre et Marie Curie, prix Nobel de physique en 1903. Ce sont les premiers à avoir utilisé le terme radioactivité suite à une découverte de tout premier plan, le radium. Le succès du radium dans les premières années du siècle est basé essentiellement sur les applications médicales. Alors ces applications médicales, c'est en fait le couple Curie, et Pierre Curie en particulier, qui ont mis le doigt dessus très, très rapidement, en particulier avec l'histoire d'Henri Becquerel, qui oublie un petit sachet de radium dans sa poche de gousset et qui s'ouvre à Pierre Curie en disant « Écoute, c'est drôle, j'ai une brûlure juste en face du petit sachet où j'avais la poudre de radium. » Et à ce moment-là, Pierre Curie, volontairement, s'applique durant quelques heures sur son avant-bras gauche un petit sachet de sel de radium, et effectivement, lui aussi, va voir apparaître une sorte de brûlure qui laissera une cicatrice. Et Henri Becquerel et Pierre Curie vont publier en 1901 à l'Académie des sciences donc le fait que le radium, le rayonnement du radium est capable d'entraîner des sortes de brûlures cutanées. Et donc, en parallèle, il y a eu un développement également industriel basé essentiellement sur le fait de la luminescence du radium. Dans cette luminescence dans le noir que Marie Curie avait observée dès le début de ses recherches et dès la découverte du radium. Elle parle de cette jolie lumière bleuâtre dans l'obscurité. Et ceci va être utilisé pour fabriquer, en définitive, surtout des peintures radioactives luminescentes qui permettent de voir dans le noir. L'histoire des Radium Girls, en fait, ça a été l'un des premiers cas de cancer avérés, certains liés
aux radiations ionisantes liées aux rayons. Donc ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui peignaient les cadrans de montres ou autres, les aiguilles de montre, les aiguilles de réveil avec la peinture au radium, et à qui on avait dit, écoutez, pour faire de très jolis petits points, affinez votre pinceau avec les lèvres, vous allez voir, ça va être beaucoup plus joli et ça ira plus vite. Sauf que, faisant ça, affinant leur pinceau avec les lèvres, elles déposaient du radium sur leurs lèvres, ce qui fait qu'un certain nombre d'entre elles ont développé des tumeurs extrêmement rares qui s'appellent des sarcomes de la mâchoire, d'énormes tumeurs. Bien. Et puis, elles se sont contaminées au radium, et un certain nombre d'entre elles sont mortes d'aplasie médulaire, c'est-à-dire la moelle osseuse qui fabrique les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, ne fonctionnait plus, et elles mouraient d'aplasie. Les radiations émettent une énergie importante, et quand elles provoquent des lésions de l'ADN, ce n'est pas réparable, car ce sont des lésions complexes. Lorsque cela se produit, les cellules dotées d'un mécanisme de réparation déclenchent une correction. Mais comme la lésion est complexe, des erreurs de recopiage viennent le plus souvent s'inscrire dans l'ADN lors de cette réparation. C'est ainsi que s'effectuent des modifications de structure. Par exemple, des chromosomes qui ne reconnaissent plus leur place. L'ADN peut subir toutes sortes de transformations. Par exemple, un gène qui empêche l'apparition de tumeurs perdra ses caractéristiques de protection et sera susceptible de provoquer un cancer. Donc personnellement, dans mes cours, pendant des années, donc je racontais cette histoire dans le cadre de ce que j'appelais les cancers. J'avais un cours qui s'appelait les cancers radio-induits. Et donc, bien évidemment, je commençais quasiment par cette histoire des radium girls. Et bien entendu, j'abordais le côté historique et le fait qu'il y a eu un procès et qu'en définitive, les pauvres filles ont plus ou moins perdu ce procès. Le procès a eu lieu en 1927, avec 5 radium girls qui ont attaqué la Radium Company. On s'est aperçu que, ma foi, la compagnie était tout à fait au courant des dangers. Parce qu'à l'étage au-dessus, les ingénieurs, ils se protégeaient. On a considéré que le procès n'avait pas lieu d'être et il y a eu un arrangement hors cour de justice, comme on fait souvent aux États-Unis, c'est-à-dire on s'arrange avec un peu de sous, mais comme qu'elles venaient souvent de milieux relativement pauvres, les familles et les jeunes femmes et jeunes filles elles-mêmes ont dit après tout c'est mieux que rien, on va prendre ça et on va se taire. Donc Pierre Curie est décédé la tête écrasée par un chariot dans la rue. Quand on l'a exhumé du petit cimetière où il était pour le mettre au Panthéon et qu'on a ouvert le cercueil, il y a eu une bouffée de radon qui prouvait qu'il avait été lui aussi très contaminé et que s'il n'était pas mort accidentellement, probablement, comme Marie Curie, il serait aussi mort, il serait aussi décédé des conséquences des irradiations qu'il avait reçues. De face, de profil ou de dos, des femmes, des hommes, des enfants. Dès le début de l'occupation américaine, une grande enquête médicale est lancée sur les irradiés des bombardements atomiques. Son but ? Mesurer les effets de la bombe sur le corps humain. Un laboratoire spécial est créé pour évaluer les effets sanitaires de la radioactivité. Sa particularité, c'est un laboratoire de recherche et non pas un hôpital. C'est-à-dire qu'on y observe les malades, mais qu'on ne les soigne pas. De victimes de la bombe, les irradiés deviennent, de surcroît, des cobayes.
Ces petites fiches cartonnées innombrables, numérotées et couvertes d'une encre bleue ou noire, concernent l'irradiation externe. Ce sont pour ainsi dire les parchemins de l'indicible ou de l'inavouable. Problèmes de peau et lésions oculaires, troubles de la menstruation, perte de cheveux, anémie, tumeurs, diarrhée, vomissements, malaise, décès. Les fiches s'accumulent, les pages se tournent et reste intact le grand silence des radiations. Quand des rayonnements extérieurs de sources radioactives irradient le corps, on parle d'irradiation externe. Quand des éléments radioactifs qu'on a respirés ou ingérés à travers des aliments ou des boissons pénètrent dans l'organisme et s'y installent, et que la source de rayonnement continue à diffuser de la radioactivité, on parle d'irradiation interne. Dans le cas de l'irradiation externe, si on met en place un bouclier de protection ou qu'on s'éloigne de la source de rayonnement, on peut éviter l'irradiation. Mais dans le cas de la contamination interne, la radioactivité pénètre dans l'organisme. On ne peut pas y échapper. Au même moment, aux États-Unis, les Américains démarrent un programme d'essais nucléaires pour mieux analyser les effets des radiations sur les soldats, le matériel et l'environnement. Il commence en 1946 et durera près de 20 ans. C'était pendant l'opération Hardtack en 1958. J'ai participé à 28 tirs d'armes atomiques. L'opération Hardtack est une série d'essais nucléaires, atmosphériques et sous-marins qui se déroule du 28 avril au 18 août 1958 dans les îles Marshall. 35 essais en 83 jours, soit pendant 3 mois, presque un essai tous les 2 jours. L'un s'appelait le tir parapluie. C'était un énorme panache. Il a explosé juste à côté d'un bateau qui s'est brisé en deux, propulsé dans les airs comme un jouet. Notre porte-avions était situé parallèlement à l'explosion et quand il a été frappé, il a vibré comme du papier aluminium froissé. Il s'est incliné à 49 degrés. Tout le monde pensait que nous allions nous renverser. Ils avaient un système de lavage qui fonctionnait, mais je pense que ça ne faisait que remettre de l'eau radioactive sur le bateau. Et alors que j'étais dans la colonne de l'ascenseur, ils sont arrivés avec des compteurs Geiger et ils m'ont dit « Fiche le camp d'ici, ça craint, c'est complètement radioactif ». Alors, je suis sorti et j'ai dû aller au poste de décontamination me déshabiller complètement, prendre une douche et vérifier mes ongles au compteur Geiger. Le tir s'appelait le tir Tech. Ils portaient tous des noms d'armes. Quand il a explosé, j'avais le dos tourné et la chaleur était telle qu'elle a brûlé le dos de mon uniforme. Il fallait mettre les bras et les mains sur les yeux et vous pouviez voir les os de vos bras. Et en levant les yeux, vous pouviez voir le squelette du type devant vous. Après avoir été irradié 3 fois en une seule journée, un paquet d'entre nous est tombé sérieusement malade. Et à l'infirmerie, ils nous disaient juste « Oh, il y a beaucoup de cas de grippe en ce moment, vous inquiétez pas ». Ils vous donnaient un médicament appelé APC, qui n'était rien d'autre que de l'aspirine, je crois. Ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun risque, que nous n'étions pas assez près. Vous n'avez pas reçu assez de radiation pour vous causer de maladies. Ce sont de faibles doses de radiation. Vous allez simplement les éliminer. Ça va disparaître avec le temps, ça va partir. Les militaires américains ont systématiquement minimisé les effets des radiations reçues par leurs soldats.
Mais que dire alors des autorités de l'Union soviétique qui, en 1986, envoient des hommes, faces recouvertes d'une muselière de cuir et vêtements lestés de plomb, dans la fournaise radioactive de Tchernobyl pour déblayer les décombres de la centrale. Ils seront surnommés les liquidateurs. Si on regarde la situation aujourd'hui, on a une mauvaise idée de ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'est comme un film. Les choses évoluent. Tchernobyl a posé un problème énorme parce que personne ne s'attendait à ce qu'un contexte de guerre atomique résulte d'une explosion, d'un accident de réacteur. Alors que c'était comme une guerre nucléaire en Tchernobyl. C'était des radiations. Les retombées de Tchernobyl, ça équivaut à 500 bombes atomiques à peu près. Donc c'est considérable. Le rapport de l'ONU sur la question, c'est 50 morts et puis des cancers à venir pour plus tard. Ce qui fait que Tchernobyl apparaît comme ayant causé moins de dégâts qu'une journée d'accident de circulation dans l'ex-URSS. Aujourd'hui, plus de 80% des enfants sont considérés comme malades au Bélarus. Plus proche d'ailleurs de 90 que de 80. Alors qu'avant l'accident, c'était 15 à 20%. Cet état général de fragilité se trouve aussi chez les adultes. Les adultes sont très souvent malades. Ils ont été enfants malades de Tchernobyl. Ce sont des adultes malades de Tchernobyl, avec des invalidités, etc. La population décroît. Le nombre de décès par rapport aux naissances a doublé. Avant, on avait 60 décès pour 100 naissances. Aujourd'hui, c'est 120 décès pour 100 naissances. C'est ça la réalité. C'est-à-dire une population de plus en plus malade, des maladies qui ne sont pas considérées comme dues aux radiations, mais qui sont pourtant 4 ou 5 fois plus nombreuses qu'avant Tchernobyl. Il y a des cas extrêmement troublants et inquiétants. Par exemple, c'est fin 2017, à Minsk, dans une école, en plein jour, à quelques semaines d'intervalle, deux enfants, des fillettes, je crois, de l'ordre de 10 ans, ont eu un arrêt cardiaque et sont mortes. On n'a aucune information sur la cause, mais c'est tout à fait inédit. Et ça, d'après ce que j'ai appris, ça a amené le gouvernement à faire tester, à faire des électrocardiogrammes à une grande population d'enfants pour essayer de repérer ceux qui étaient à risque. Les aspects congénitaux sont très importants. Une irradiation du fœtus au moment de la formation du cœur peut conduire à ce qu'on appelle un souffle au cœur, c'est-à-dire que la paroi entre les deux ventricules n'est pas fermée, le sang passe de l'un à l'autre et l'enfant a une fragilité cardiaque, des troubles cardiaques, arythmies et tout. Chez les liquidateurs de Tchernobyl, la principale cause de mortalité, c'est l'infarctus. Donc ça peut être vraiment considéré comme une relation directe entre radiation et maladie ou accident. En 2011, la catastrophe nucléaire de Fukushima et la pollution radioactive de la mer qui s'ensuit, la plus grave jamais enregistrée, relancent le débat des pêcheurs contaminés de Bikini. Masatoshi Yamashita reprend son enquête. Lors de la catastrophe de Fukushima, nous nous sommes tous mobilisés, car on s'est tous sentis concernés. On a compris que si l'affaire des pêcheurs irradiés de Bikini ne trouvait pas d'aboutissement, Fukushima aussi risquait de subir le même sort. Moi, j'avais complètement oublié l'incident de Bikini. C'est seulement en 2014 que j'ai lu dans le journal local de Kōchi un article sur le procès des pêcheurs de Bikini. À ce moment-là, je me suis tout de suite renseigné et j'ai rencontré les marins concernés. En parlant avec eux, j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer ça, que je ne pouvais pas pardonner. En apprenant que les archives avaient été cachées pendant plus de 60 ans, j'ai pensé que je n'avais pas été respecté en tant que citoyen. Tout ce qu'on a pu trouver,
Ce sont des informations que l'agence de pêche du gouvernement a remises à un député en février 2015. Il y a 95 pages, mais elles sont toutes noircies. On ne voit rien. Absolument rien. J'ai jamais vu une chose pareille. On ne peut rien faire avec ça. Le gouvernement actuel a essayé d'effacer l'histoire. Il s'agit d'un acte délibéré. C'est un gros problème. En 2015, 60 ans après les faits, 45 pêcheurs japonais irradiés par les retombées radioactives de Bikini portent plainte contre le gouvernement japonais pour dissimulation d'informations. Ils réclament une indemnisation pour les soins médicaux. Ils réclament aussi, tout simplement, la vérité. Je prie pour qu'un verdict juste soit prononcé le plus rapidement possible pour toutes les victimes. Et je voudrais aller l'annoncer à tous mes compagnons. Notre pays nous a laissés tomber. Disons-le clairement, il nous a abandonnés. Nous sommes des gens sacrifiés. Je me dis qu'il ne faut rien lâcher, parce que ce procès va donner une légitimité aux gens de Fukushima. Même si le temps a passé, il faut faire toute la lumière sur cette affaire. À Fukushima aujourd'hui, une trentaine de procès sont en cours, notamment pour défendre les droits des enfants exposés au risque des radiations. Les enfants, leur squelette en formation en fait les premières victimes des radiations, les plus fragiles. Les plaignants revendiquent pour les enfants la reconnaissance du droit à l'évacuation, ainsi que du droit de vivre et d'être éduqués dans un endroit non contaminé. Ils accusent le gouvernement et les autorités de Fukushima d'avoir causé leur irradiation par négligence et par dissimulation. Les cancers de la thyroïde ont nettement augmenté. Mais les experts n'ont cessé d'affirmer qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet avec la radioactivité. C'est ce que les autorités appellent l'effet de dépistage. Si c'était le cas, puisque ces examens se déroulent en 3 étapes tous les 2 ans, on pourrait se dire que même si le nombre de cas est élevé la première fois, il ne devrait pas y en avoir plus au 2e dépistage. Or, on a trouvé 71 nouveaux cas inexplicables. Les familles dont l'enfant est atteint d'un cancer sont isolées et discriminées. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elles se confient à un média. Alors, devant la caméra, les langues se délient, les regards se troublent, et même les silences se chargent de sens. Autour de nous, très peu de gens ont pris l'initiative de faire les examens de la thyroïde. Et ça me met mal à l'aise. Je me dis qu'ils se mettent peut-être en danger. Et si j'aborde le sujet, certaines personnes ont l'air de me juger en insinuant que je m'inquiète encore et toujours. Je me dis que je dois toujours garder en tête qu'il n'y aura à l'avenir que mon mari et moi pour accompagner notre fille et protéger sa santé. Je pensais que ces choses n'arrivaient qu'aux autres. Je n'imaginais pas que ça pourrait être moi. Pendant les examens, j'ai vu qu'il y avait vraiment une trace noire. J'avais du mal à y croire. Jusqu'à ce moment-là, je prenais tout à la légère. Et puis quand j'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai eu peur. Je n'en suis pas encore à l'opération.
Je ne ressens pas de pression, mais pourtant c'est difficile d'en parler avec mes amis. Même si je leur en parle, mes amis ne se sentent pas concernés. Quand je leur raconte ça, j'ai l'impression qu'ils ne me croient pas. À l'école, la rumeur courait que les gens ne voulaient pas se marier avec des personnes irradiées originaires de Fukushima. Ma fille est inquiète et elle n'arrête pas de répéter qu'elle ne pourra jamais se marier. Je me dis qu'il faut que je vive sans m'inquiéter. Oublier que j'ai été opéré. Continuer à vivre comme si cela ne m'était pas arrivé. J'ai pensé qu'il y avait un lien avec l'accident de la centrale. Et qu'à cause de l'accident... Je ne sais pas quoi dire. Avant, tous les sacs de débris radioactifs qu'on voit là derrière étaient dispersés partout dans la ville. On les a rassemblés ici où on a fait un stockage provisoire. Une partie de ces sacs ici va être déplacée à côté de la centrale de Fukushima, sur le grand centre de stockage de déchets radioactifs. Les déchets sont en train d'être triés. Soit ils vont à la centrale, soit ils restent là provisoirement. Les sacs qui vont rester là seront soigneusement recouverts d'une bâche verte. Des réservoirs bleus, blancs, gris. Aujourd'hui, on refroidit en permanence les réacteurs de la centrale en les aspergeant d'eau. L'eau utilisée devient immédiatement radioactive. Des centaines de cuves stockent plus d'1 million de tonnes d'eau contaminée. L'espace de stockage arrivera à saturation en 2022. Pour résoudre le problème, ou plutôt l'évacuer, le gouvernement a, tout simplement, l'intention de vider les cuves d'eau radioactive dans la mer. Si après les Jeux Olympiques on relâche l'eau contaminée de la centrale de Fukushima, l'industrie de la pêche sera complètement anéantie. Il est évident que tant qu'il y aura cette centrale de Fukushima en ruine et que les préjugés feront des dégâts, la confiance ne pourra pas être rétablie. Les 2 millions d'habitants de la région de Fukushima doivent en avoir conscience. Et vous, les habitants de Tokyo qui avez profité de l'électricité en provenance de Fukushima, soyez solidaires et prenez vos responsabilités. Merci. On dissimule progressivement tout ce qui touche à l'accident nucléaire pour faire comme si rien ne s'était passé. Actuellement, c'est l'impression que j'ai sur la politique menée après la catastrophe de Fukushima. Quelle est la situation des gens? Même 8 ans après, on ne peut pas nier le fait que la population reste toujours angoissée face à la radioactivité. Même si les gens semblent avoir oublié, l'inquiétude s'est installée en eux. Et on les accable en leur faisant croire qu'ils sont bizarres de s'angoisser, que s'ils ressassent toujours les mêmes doutes, c'est qu'ils sont un peu dérangés.
C'est dans tous les domaines une orchestration bien maîtrisée. Fukushima est devenu le théâtre d'une multitude d'actions qui vont en ce sens. Je trouve cela très dangereux. C'est une situation désespérante. L'État, lié au lobby nucléaire international, ont ensemble un pouvoir démesuré. Ils sont redoutables. Ils veulent étouffer l'accident de Fukushima et faire comme si rien ne s'était passé. Le pays est la proie de manipulation à travers ce genre d'opération. Il faut que tout le monde en soit pleinement conscient, sinon nous allons tous disparaître.